La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. 2 janvier 2001, 11h du matin, 2 jeunes garçons promènent un chien au Mureau dans les Yvelines. À côté d'un parking, au milieu des détritus, ils découvrent un sac de couchage abandonné. À l'intérieur, le corps ensanglanté d'une jeune femme. Ce n'est que 8 ans plus tard qu'un suspect sera identifié. Un certain Adriano Araujo da Silva. Sa garde à vue, commencée à 6h30 du matin le 17 février 2009, se poursuit. Vous écoutez le 3e épisode de l'affaire Araujo da Silva. Faut que je parle à Johanna. Faut que je l'appelle. Vous voulez appeler votre amie là maintenant? C'est pas possible. S'il vous plaît, il faut que je lui parle. Après, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir, mais d'abord, il faut que je lui parle à elle. On n'a pas le droit de faire ça en garde à vue, monsieur Araujo. Alors, je dirai rien. On est un petit peu embêté avec mon collègue, parce qu'en garde à vue, on n'a pas le droit de passer un coup de fil extérieur. Capitaine Patricia, police judiciaire de Versailles. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui dit non au risque qu'il se taise et qu'on n'ait jamais sa version, ses explications, ou alors on accepte? On ne prend pas des heures à réfléchir en disant on fait pas. Non, on sent que c'est maintenant. Donc on lui a dit d'accord, tu passes ton coup de téléphone, donc on te donne 5 minutes, mais en contrepartie, on met l'haut-parleur sur le téléphone pour écouter la conversation. Vous avez 5 minutes. Allô? Allô, bébé? T'es encore au commissariat? Qu'est-ce qui se passe, Adriano? Qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, j'ai pas beaucoup de temps pour te parler. Tu sais que je t'aime. Moi aussi, mais qu'est-ce qui se passe, Adriano? Pardonne-moi, Faut que tu saches que j'ai tué une femme. Quoi? De quoi tu me parles? C'est pas vrai. Calme-toi, C'est pas vrai, je crois pas. c'était il y a longtemps. Mais c'est pas possible. Mais tu racontes n'importe quoi, là. Je te connais, t'as pas fait ça. Arrête. Si, j'ai fait ça. C'est pas vrai, je te crois pas, arrête. Je suis vraiment désolé, Excuse-moi, je t'aime. Il est ému, on le sent sincère, on le sent désemparé. Et puis je pense que c'est pas facile pour lui parce que il sait que il va devoir s'expliquer. Ça va le soulager. Voilà, il se soulage. Et, voilà, il avait besoin de le dire de cette manière-là. Je pense qu'à ce moment-là, il dit à Johanna qu'il a tué une femme il y a quelques années. Maître Maillet, avocat d'Adriano Araujo da Silva. Simplement parce qu'il sait qu'il est condamné. Que ça corresponde ou non à la réalité, il faut qu'il annonce lui-même à Johanna, qui compte énormément à ses yeux. En fin d'après-midi du 2e jour, après plus de 34 heures de garde à vue, le prévenu Araujo da Silva a avoué son crime, mais il ne l'a fait qu'à sa compagne lors d'une conversation téléphonique autorisée exceptionnellement. La caméra avait été éteinte à sa demande, il n'y a donc aucune trace de cette confession. C'est une sorte de risque à prendre, bien sûr, mais après... Capitaine Patricia. Il était dans un tel état d'esprit que, on lui faisait confiance, on n'avait pas le choix de toute façon. Pour les policiers, le moment est critique. Araujo da Silva va-t-il tenir sa promesse et expliquer ce qui s'est réellement passé, ou va-t-il se murer dans le silence? Nous allons remettre la caméra en route, monsieur Araujo. Et vous allez nous expliquer ce qui s'est passé cette nuit du 31 décembre 2000. Est-ce que vous préférez qu'on vous pose des questions ou est-ce que vous voulez nous donner votre récit d'une seule traite? Non. Vous refusez de vous expliquer? Je vais tout vous raconter, mais il faudra pas me poser de questions. Très bien. Normalement, nous, on aime bien avoir énormément de détails, sauf que là, on peut pas. Parce que on est en fin de garde à vue, parce qu'il est fatigué, et qu'on se dit, si on va trop loin, il va peut-être se bloquer. L'important, c'était qu'on l'écoute, qu'il s'exprime. Ça s'est passé sur les Champs-Élysées. C'était une nuit exceptionnelle, on allait fêter le Nouvel An. 2 jours plus tard, on a été arrêtés. 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 2 jours plus tard,
On s'est rencontrés dans la rue, elle m'a trouvé sympa. Elle était seule, j'étais seul. On s'est promenés. Je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit que j'avais 3 enfants, que j'étais célibataire, que j'habitais à Omuro, que je travaillais dans l'intérim. Elle m'a dit qu'elle était australienne, qu'elle était en vacances. Elle avait un ordinateur portable, elle allait à Conflans-Sainte-Honorine. Je lui ai proposé de venir chez moi. Elle a accepté, bien sûr. On est parti, on a pris le train. Jusqu'au Muro, on est descendu, on a marché jusqu'à chez moi. Je tiens à préciser que j'avais pas de meubles chez moi. J'avais juste un sac de couchage vert. J'ai acheté 2 draps pour faire un petit lit d'amour. Il n'y avait pas de télévision, on a discuté. Il se faisait tard. On s'est embrassés, on a fait l'amour. Puis j'ai voulu recommencer. Et là, elle a dit qu'elle voulait partir, qu'elle voulait aller voir la police, dire que je l'avais violée. Et c'est là où j'ai mis un coup sur la tête. Avec une masse ou un barre de fer, je sais plus. Donc elle a perdu connaissance. Et elle est restée comme ça au sol. Elle a repris connaissance 10 minutes après. Moi, je me suis rendu compte que ce que j'avais fait, c'était pas bien. Et donc là, elle a commencé à se débattre. Elle aussi se rendait compte que j'avais fait du mal. Alors moi, je suis monté sur elle. J'ai mis mes mains autour de son cou au début pour la calmer. Et c'est là où elle a commencé à me griffer. Et j'ai serré de plus en plus fort. Et là, elle est repartie. Elle a reperdu connaissance. Puis je suis parti dans la chambre. J'ai pris une rallonge électrique. Et je l'ai assise. Et j'ai passé la rallonge électrique autour de son cou. Et puis j'ai attaché l'autre bout sur la poignée de la fenêtre. Et je me suis rendu compte que j'étais en train de la tuer. J'ai voulu appeler les secours, donc je l'ai emmenée à la salle de bain. J'ai voulu la laver. Il y avait plein de sang. Ensuite, j'ai paniqué, je savais pas trop quoi faire. Et elle était dans mes bras. Puis, je me suis dit que à ce moment-là, elle était morte. Il n'est pas en pleurs, il n'est pas désolé, il raconte. Il raconte, voilà, son histoire, ce qui s'est passé, comme il raconterait une histoire, mais on sent pas, voilà, de remords, on sent pas d'affection, on sent pas de tristesse. Il reste froid, quand même. Puis je l'ai mis dans le sac de couchage vert pour m'en débarrasser, et je l'ai balancé par la fenêtre. J'habite au 4e étage. Je suis pas descendu tout de suite. Je suis resté 2 heures dans mon appartement. Puis je sais pas ce qui m'a pris, je suis descendu et je l'ai attrapé et je l'ai traîné jusque dans le parking. Fin de l'histoire. Et il dit, fin de l'histoire, quand à la fin du récit, on a l'impression qu'il a expliqué ce qui s'était passé parce qu'on lui a demandé. Il s'est soulagé, mais pour lui, voilà, c'est affaire suivante. On a l'impression, c'est ça, c'est sa réaction, ça montre ça. L'air de dire, bon voilà, vous êtes content, je vous ai expliqué, maintenant, qu'est-ce que je vais devenir ? Ce qui le préoccupe, lui, à la fin de l'audition, c'est ça, son devenir. À aucun moment, il parle de la famille de la victime, de la victime elle-même. Voilà, il n'en parle pas. On fait le procès-verbal et ensuite on imprime ce procès-verbal et l'imprimante se trouve dans le couloir. Donc, moi je sors, je me souviens de l'avoir vue, elle me fait... et là je lui fais... Et là, voilà, il y a un étonnement quand même, parce que elle dit, mais... comment ça se fait que ça arrive maintenant ? C'est vrai qu'on n'avait plus beaucoup de temps. Moi, j'ai pas été frustrée en me disant c'est pas moi qui les ai eus, c'est ma collègue. On n'est pas là-dedans du tout. Alors évidemment, j'aurais préféré que ce soit moi, mais la question elle se pose pas comme ça en fait. Lieutenant Cathy, police judiciaire de Versailles. En fait, on travaille dans un but. Le but, c'est résoudre une enquête. On est satisfait de ça parce qu'on sait maintenant ce qui s'est passé et que c'est important de savoir. Maintenant, on ne peut pas se réjouir qu'un homme va aller en prison pendant de longues années. Donc, quand je reviens lui déposer le procès-verbal pour qu'il en prenne connaissance, pour qu'il lise ses déclarations, qu'il le signe, je reste professionnelle et je ne montre pas notre satisfaction. C'était pour nous important d'avoir ces aveux pour la procédure, bien sûr. Voilà, pour nous, parce que c'est notre métier. Aussi pour la famille de la victime, pour comprendre ce qui s'est passé. Et parce qu'il n'y a que lui qui pouvait nous dire ce qui s'était réellement passé. Il n'y a que l'auteur, que le criminel qui peut dire, effectivement, nous donner des éléments qu'on n'avait pas. Et puis pour comprendre la scène de crime.
3 mois plus tard, Adriano Araujo da Silva revient sur ses aveux devant le juge d'instruction. Il s'est rétracté en invoquant le fait qu'il aurait subi des pressions lors de sa garde à vue, ce qui est une aberration totale. Parce qu'au final, quand on fait le point sur 48 heures de garde à vue, je suis même pas certaine qu'il ait passé 8 heures en audition. Donc c'est rien du tout. Qu'il se soit rétracté, quelque part, c'est pas surprenant. C'est aussi une tactique de défense. Monsieur Araujo da Silva ne se plaint pas d'avoir été maltraité pendant sa garde à vue ou être mis sur des charbons ardents. C'est pas la question. Ce que monsieur Araujo da Silva va décrire, c'est une façon de l'amener à obtenir ce qu'on souhaitait obtenir, c'est-à-dire des aveux dans une affaire où il n'y avait aucun témoin et pour des faits qui remontent à pratiquement 10 ans. Donc les aveux avaient une valeur particulière dans ce dossier. Lors du premier procès en janvier 2012, il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle assortie d'une peine de sûreté de 20 ans. En avril 2013, lors de son procès en appel, il accuse les policiers d'avoir fait pression sur lui en garde à vue. Pour en avoir le cœur net, le président de la cour d'assises autorise le visionnage à l'audience de la 4e audition. Adriano Araujo da Silva y raconte les faits, calmement et sans aucune intervention des policiers. Une projection qui clôt le débat. Adriano Araujo da Silva est condamné à 30 ans de prison, sans période de sûreté, pour le meurtre de Jeannette O'Keeffe. C'est exactement ce que nous souhaitions. Nous sommes très contents de l'avoir enfin entendu. Nous sommes encore sous le choc. Ça a été très long, mais il a pris le maximum. On ne pouvait espérer mieux et on est très soulagés. Nous sommes épuisés émotionnellement. Ce qui me reste de cette affaire, c'est... Mais d'abord, c'est des contacts avec la famille. Je suis toujours en relation avec la famille O'Keeffe. C'est un dossier avec lequel j'ai grandi, quelque part. Et du coup, c'est un dossier particulier en ça, parce il m'a accompagné durant 8 ans de carrière, c'est pas rien. Donc c'est une satisfaction d'être arrivé au bout du 8 ans, sans avoir perdu l'espoir, sans avoir lâché prise, en étant resté tenace et de se dire surtout qu'au final, ça a payé et qu'on a bien fait. Aujourd'hui, du fond de sa cellule, Araujo da Silva continue de clamer son innocence. Vous venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Araujo da Silva. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.